Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Au sommaire de ce journal, le Trésor public part à la conquête de nouveaux usagers des services financiers qui visent à encourager l'ouverture de comptes, l'épargne et l'accès aux services financiers. Elle sera également question de l'atelier de réflexion de 3 jours ouvert par le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, avec en ligne de mire une meilleure collecte et un reversement plus efficace des ressources à l'ASDM. Les 3 villages du sud-ouest de la Côte d'Ivoire ont reçu un peu plus de 62 millions de francs CFA des mains du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Et la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest a tenu du 12 au 14 août son congrès ordinaire. Des détails supplémentaires dans ce journal. Nous ouvrons cette édition avec l'inclusion financière. Du 16 août au 5 septembre 2026, le Trésor public part à la conquête de nouveaux usagers des services financiers. Pour cette campagne de sensibilisation et de promotion de la bancarisation, de l'assurance et de l'inclusion financière, 3 régions sont ciblées, le Kabadougou, le Ndi et le Sud Komoé. Une initiative qui vise à encourager l'ouverture de comptes, l'épargne et l'accès aux services financiers, notamment dans les zones où les taux de bancarisation restent faibles. Kone Nandorgo et Marius étaient témoins de ce lancement. C'est parti pour une nouvelle campagne en faveur de l'inclusion financière. Du 16 août au 5 décembre 2026, le Trésor public investit 3 régions, le Kabadougou, le Nzi et le Sud Komoé. Cette campagne de sensibilisation et de promotion de la bancarisation, de l'assurance et de l'inclusion financière a été lancée ce jeudi 13 août 2026 par le DG adjoint du Trésor et de la comptabilité publique. L'analyse des données de la BCAO pour l'année 2024 nous interpelle vivement. Si au niveau national, le taux de bancarisation strict s'élève à 33,63% et le taux élargi à 46,2%, ces chiffres restent en dessous des objectifs régionaux de 35% et 60% respectivement. Le taux de pénétration de l'assurance de 1,6% demeure particulièrement marginal. Le constat est encore plus critique lorsque nous analysons la situation spécifique de nos 3 régions cibles. Dans le Kabadougou, au Guinée, le taux de bancarisation au sens strict est nettement inférieur à la moyenne nationale en raison d'un déficit d'infrastructures physiques et d'une méconnaissance des produits bancaires de base. Dans la région du Nzi, d'Imokro, la faiblesse des taux de bancarisation stricts et élargis peut s'expliquer par un sous-équipement en points de services financiers décentralisés et d'une faible pénétration des services de microfinance et des assurances auprès des femmes et des producteurs. Dans le Sud Komoé, à Boisseau, malgré la vitalité des échanges commerciaux et agricoles, les indicateurs d'utilisation des services financiers formels demeurent inférieurs au niveau national, en partie à cause de la persistance de tontines informelles non sécurisées. Pour cette édition 2026, prospection, émission, panel, animation des stands et forums publics vont rythmer la campagne. L'enjeu durant cette campagne est de capter les attentes des acteurs, faire connaître les services financiers de base et innovants, vulgariser les démarches d'indemnisation d'assurance, présenter les entités de supervision du Trésor. Cette campagne en faveur de l'inclusion financière aura pour thème des services financiers qui répondent aux besoins des populations. Une campagne qui va mobiliser les institutions financières, les maisons d'assurance, les fintechs, les microfinances et l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier.
Soutenir durablement les entreprises de presse passe aussi par une meilleure mobilisation des ressources. À Grand Bassam, l'Agence de soutien et de développement des médias et les acteurs du secteur se penchent sur l'optimisation de la taxe sur la publicité. Un atelier de réflexion de 3 jours ouvert ce mercredi matin par le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly, avec en ligne de mire une meilleure collecte et un réversement plus efficace des ressources à l'ASDM. Konina Norgo et Christian Gueye pour plus de précision. À Grand Bassam, l'enjeu est de taille pour la SDM et les acteurs des médias. À travers cet atelier de 3 jours qui démarre ce mercredi 12 août 2026, il s'agit de renforcer les ressources destinées au financement des médias, notamment celles issues de la publicité. Entre 2023 et 2025, les recettes de la taxe sur la publicité sont en régression, passant de 1,109 milliard à 809 millions de francs CFA, alors que le marché publicitaire a progressé de 38 à 48 milliards de francs CFA. Un manque à gagner de 747 millions de francs CFA pour la SDM sur les 3 dernières années. Cet atelier, ouvert en présence du ministre de la Communication et du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie, vise donc à lever les obstacles. Pour le financement du plan stratégique 2024-2026, l'agence attend de la taxe sur la publicité près de 7 milliards de francs, soit près de 60% donc, du financement estimé. Or, pour compléter les chiffres que mon jeune frère Agara a donné tout à l'heure, de 2024 à 2026, donc sur la période d'élaboration du plan stratégique, la TSP recouvrée effectivement affectée à l'ASDM s'élève à un peu plus de 2 milliards. Exactement 2 milliards 384 millions 824 637 francs CFA. Cette mobilisation insuffisante n'est pas sans conséquences. Elle perturbe le rythme des accompagnements de l'ASDM. Elle compromet pour une très large part la capacité de l'agence à tenir ses engagements, les engagements pris devant le gouvernement dans le cadre du budget programme et devant les entités du secteur des médias qui nous gratifient de leur confiance. Pendant 3 jours, les participants plancheront notamment sur l'amélioration de la collecte, l'élargissement de l'assiette, le cadre juridique, mais aussi la formation et la sensibilisation des acteurs. À la lumière des objectifs attendus de cet atelier, le ministre chargé des Finances souhaite que vos travaux permettent d'identifier avec précision les causes structurelles et opérationnelles du déficit de recouvrement de la TSP et de formuler les recommandations qui puissent être rapidement opérationnalisées. Je tiens à réaffirmer que ce chantier essentiel pour la pérennité de notre modèle de financement des médias bénéficiera de mon plein appui en étroite concertation avec mon collègue et aîné, le ministre Adama Koulibaly. Nous veillerons à ce que les conclusions de cet atelier se traduisent par des actes concrets dans des délais compatibles avec l'urgence des besoins. À l'issue de cet atelier de réflexion, plusieurs résolutions seront proposées afin d'optimiser la mobilisation de la taxe sur la publicité au profit de l'Agence de soutien et de développement des médias. C'est ce que l'on pourrait appeler le business de la conservation de la forêt. 3 villages du sud-ouest de la Côte d'Ivoire ont reçu un peu plus de 62 millions de francs CFA des mains du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, et ce dans le cadre du projet PRÉ. Leur secret, ils ont réussi à constituer une réserve de 1000 hectares de forêt primaire, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz. Ces 3 villages ont eu leur chèque lors d'une cérémonie au cours de laquelle le ministre Abou Bamba a insisté sur la protection tout en faisant de l'argent plutôt que la destruction par l'orpaillage clandestin. Le point avec Issa Badini. Prêt à entendre des projets de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï. Les bénéficiaires du jour, les villages Niato, Bliero et Pimé de la sous-préfecture de Taï, qui reçoivent ici des mains du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique leur chèque d'un montant global de 62 816 260 francs CFA pour avoir réussi à constituer une réserve forestière de 1000 hectares.
Tout en félicitant les récipiendaires, le ministre Abou Bamba a exhorté les communautés villageoises à copier l'exemple du jour plutôt que de céder à la destruction par l'orpaillage clandestin. Aucun orpailleur ne peut venir en Côte d'Ivoire commencer à creuser des trous tant que le chef ou les communautés n'y ont pas donné l'autorisation de le faire. Et j'aimerais qu'on regarde bien l'exemple de ces 3 villages. Ils ont décidé, et ce n'est même pas pour leur paix, ils ont décidé de ne même pas faire l'agriculture et de conserver. J'aimerais qu'on les applaudisse une fois de plus. Votre engagement est collectif, structuré, exemplaire et mérite d'être salué et reproduit. Dans les journaux, dans les télés, on constate que la plupart des gens qui ont fait réserve, on les apprécie. Et on a eu l'idée aussi de faire notre réserve pour les futurs enfants, pour ne pas que la forêt finisse dans nos zones, quand nous aussi on serait vieux, les enfants qui naîtront pour qu'ils puissent trouver aussi de la forêt. Gagner de l'argent en conservant ou en reforestant, c'est possible. Mieux, les sommes peuvent rivaliser avec les revenus de l'or au regard des chiffres du coordinateur du projet PRE. Nous avons reçu environ 60 millions de dollars, mais qui sont en cours de redistribution aux différentes parties prenantes. Donc, en termes de montants distribués aux bénéficiaires directs, c'est autour de 2 milliards 800 millions qui ont été directement reversés à plus de 23 000 personnes et environ 7 milliards qui ont été distribués aux structures de l'administration publique pour leur renforcement de capacités techniques et opérationnelles sur le terrain. Et les résultats, selon Eric Kona, 20 millions de tonnes de CO2 réduites, plus de 75 000 hectares d'agroforesterie réalisés, plus de 3 000 hectares de forêt en conservation et plus de 1 000 hectares de reboisement. PRE, selon son coordinateur, envisage d'aller dans toute la Côte d'Ivoire. Un projet qui cadre avec les ambitions du pays, qui espère d'ici 2040 restaurer 20% de son couvert végétal, soit 6 500 000 hectares. En attendant, les bénéficiaires, quant à eux, retournent au village avec leurs chèques pour réaliser les projets retenus, entre autres la pisciculture et l'aviculture. Et parlons santé, 13 examens médicaux pour faire le point sur leur état de santé. Eh bien, c'est l'exercice auquel se sont prêtés ce jeudi les architectes de Côte d'Ivoire à l'occasion de la 2e édition de la journée de bilan de santé organisée par leur mutuelle glycémie, cholestérol, calcium. Eh bien, une initiative destinée à renforcer la prévention et le dépistage de certaines maladies. Plus de détails dans ce reportage que signent Priscille Sian et Ezekiel Seri. L'aiguille se glisse dans la veine de Maïmouna Konaté. Arrivée tôt ce matin, elle enchaîne les examens. Avant la prise de sang, tension artérielle, poids et autres constantes ont déjà été contrôlées. C'est très important de faire les examens parce qu'il peut y avoir des petits bobos cachés. On ne sent pas forcément la manifestation et tout. Comme elle, plusieurs autres architectes se succèdent devant les professionnels de santé. Se retrouver juste en 1 heure ou 2 heures à l'ordre des architectes et pouvoir rapidement faire tous ces examens-là, ça montre vraiment l'efficacité au niveau de la mutuelle de l'ordre des architectes. Pour cette 2e édition, 13 examens sont proposés aux participants. Aujourd'hui, ce sont des examens de l'urée, NFS, pour détecter de l'EPALU, les infections, des maladies du sang, la glycémie. Nous sommes une mutuelle de santé et notre objectif premier, c'est de veiller à la santé des architectes, de leurs collaborateurs, de leurs familles. Nous voulons inclure le bilan dans les habitudes des gens, des architectes, dans les habitudes de tout le monde. Il ne faut pas attendre que la maladie arrive. Il faut prévenir la maladie. Pour aller plus loin dans cette démarche de prévention, la mutuelle des architectes prévoit d'étendre ses bilans aux villes de l'intérieur du pays dès l'année prochaine, avec de nouveaux examens consacrés notamment aux maladies cardiovasculaires.
Intéressons-nous à une autre vie associative, celle de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest qui a tenu du 12 au 14 août son congrès ordinaire à la représentation résidente de la CEDEAO à Abidjan. Une rencontre qui réunit les acteurs syndicaux et institutionnels de la sous-région autour d'un enjeu majeur, améliorer les conditions de travail des conducteurs routiers, lutter contre les tracasseries sur les corridors et contribuer au renforcement de la libre circulation des personnes et des biens. Une rencontre consacrée à l'avenir des conducteurs routiers et au renouvellement des instances de l'organisation, comme nous le témoignent ici Généreux Aquadio et Chrétien Gueye. Mobilisons-nous pour un travail décent en faveur des conducteurs routiers de la sous-région. C'est autour de ce thème que les participants venus notamment de la Sierra Leone, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée ou encore de la Mauritanie se retrouvent encore ce jeudi 13 août 2026 à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du congrès ordinaire de la CSCRAO consacré à l'amélioration des conditions de travail des conducteurs routiers. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est que dans tous nos pays, le conducteur routier soit considéré, soit respecté, que sa dignité soit garantie et que le minimum auquel il a droit soit garanti. Quel sera notre sort lorsque les frontières africaines vont s'ouvrir? Voilà le défi du futur qui nous attend. C'est pour ça que vous, en tant qu'employeur du secteur des transports, de la zone CEDEAO, vous devez, à travers ces différents travaux, prendre vos responsabilités. Au menu de ce congrès ordinaire, l'examen des rapports moraux et financiers, la révision des textes et l'élection du président et des commissaires aux comptes. D'ici quelques mois, les conventions collectives interprofessions, ça sera signé en Côte d'Ivoire. C'est la première. Pour dire, quand tu vas embaucher un chauffeur, d'abord, vous allez avoir contrat de travail entre vous. Parce que le chauffeur là, c'est un père de famille. Mais le chauffeur de moto là, qui fait la livraison là, il a une famille, il paye les maisons. Et le soir ou bien le lendemain, il dit bon, tu ne conduis plus ma moto. Il faut que ça finisse. D'ici 2027-2030, c'est le marché qui va s'ouvrir. Mais si ça va s'ouvrir là, il faut que nous qui sommes dans la sous-région, il faut qu'on se prépare. On se met ensemble. Et pour atteindre ces grands marchés. Et notre futur, nous allons faire telle sorte que toutes les voies de communication de la CEDEAO soient ouvertes. C'est important. Nous allons faire telle sorte qu'il y a le transport. C'est ce que le DG au Conseil a dit, qu'il y a le transport entre les États membres et la sous-région. Et en plus, qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Le représentant du ministre des Transports et des Affaires maritimes a salué l'initiative et a annoncé des mesures pour améliorer les conditions de travail des conducteurs, notamment à travers la convention collective. Le Côte d'Ivoire nous instruit de travailler rapidement sur le sujet de sorte à ce qu'on puisse adopter cette convention collective interprofessionnelle. La CSCRAO réaffirme ainsi son engagement en faveur du travail décent et de la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région. Entamé le 12 août 2026, ce congrès ordinaire s'achèvera le 14 août 2026. Direction Boaké. Après la phase de sensibilisation liée à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions évolue dans son combat pour le respect strict de cette mesure. Le PNLTA a activé dans la soirée du 1er août l'opération de contrôle et de répression dans les espaces publics de la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Au premier jour de lancement de la campagne, les autorités sanitaires, policières et préfectorales ont engagé les gérants et le public de cet endroit a plus de responsabilité dans l'application de cette loi. Emmanuel Bonzo nous plonge au cœur de cette opération de nuit dans les espaces de divertissement à Boaké. Début de soirée à la préfecture de police de Boaké où un dispositif se met en place avec pour objectif
d'assister les autorités sanitaires dans l'opération de contrôle de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Une fois les instructions d'usage données, cap est mis sur le premier espace de divertissement. Dans ce bar très prisé de la ville, le constat est satisfaisant. Aucune odeur de fumée, ni de cigarette ou même de chicha ne participe à la fête. On n'a senti aucune odeur de tabac. On n'a pas vu de cendrier dans la salle. On n'a pas vu de mégots de cigarettes à terre. On vous demande de continuer dans cette voie. Parce que le tabac, là, il tue. Il donne des maladies qu'on ne peut pas guérir. Donc, on vous félicite parce que vous êtes dans un espace non fumeur, il faut le respecter. À quelque part, dans une autre discothèque, le gérant de cet espace se fait remonter les bretelles par le préfet de police. Son établissement n'affiche aucune indication obligeant ses clients à se conformer à la mesure d'interdiction de fumer dans les endroits publics. S'il y a des affiches qui disent qu'on ne fume pas ici, là on est d'accord. Mais s'il n'y a pas d'affiche que quelqu'un fume, vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Et vous savez, c'est vous qui allez payer. Hein. Sinon, mettez les affiches, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui vient, qui se met à fumer ici, il a le droit parce qu'il ne voit pas d'affiche. Mettez les affiches, respectez la loi. C'est normal qu'on le fasse parce que nul n'est au-dessus de la loi, donc c'est normal qu'on le fasse. Donc je crois qu'on va le faire dès à présent, même si vous le permettez d'ailleurs. Après explication sur le bien fondé de la loi, il lui a intimé d'estampiller l'entrée de son club avec les affiches du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Juste après, le cortège du PNTLA s'ébranle vers d'autres lieux de loisirs où les agents finissent par épingler un fumeur dans cet espace. Son briquet et paquet de cigarettes confisqués, il est sensibilisé sur l'importance de ne pas fumer en public au risque de subir la rigueur de la loi. À proximité, cette tenancière de maquis est aussi appelée à faire respecter la mesure. Je trouve normal même qu'on ne fume pas dans les lieux publics. Parce que c'est pas trop beau à voir, parce qu'il y a des gens qui ne fument pas. Donc, simple odeur là même, c'est comme s'il avait déjà fumé. Donc, en tout cas, moi je suis pour cette sensibilisation, ça me plaît bien, ça m'arrange. Là, beaucoup de jeunes vont choisir. Je vais prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sensibiliser tous mes clients en ce qui concerne le fait de ne pas fumer dans les espaces publics. Ces visites inopinées du PNTLA marquent le début de l'opération de contrôle et de répression visant à renforcer l'application de l'interdiction de fumer à 100% dans les lieux publics, notamment dans les boîtes de nuit, les restaurants et les cafés. L'actualité nous mène à présent à Kasseré, dans le département de Boundiali. L'AEEP a célébré l'excellence scolaire le jeudi dernier. Les meilleurs élèves du canton ont été récompensés pour leur performance, parrainés par Diarasouba Bakari, président de la mutuelle, fils et cadre de Kasseré. Ouattara Daouda pour le compte-rendu. À Kasseré, chef-lieu du canton Pongala, dans le département de Boundiali, l'association des élèves et étudiants du Pongala, AEP, a organisé ce jeudi 6 août 2026 la deuxième édition de sa journée d'excellence. La cérémonie, tenue au foyer polyvalent, a réuni autorités administratives, cadres, enseignants, parents d'élèves et population autour d'un objectif commun, promouvoir le mérite et encourager la réussite scolaire. Après une première édition reçue en 2025, l'AEP entend pérenniser cette initiative dans le canton Pongala. Cette année, les résultats scolaires enregistrés témoignent des efforts conjugués des élèves, des enseignants et des parents. Pour le président de l'AEP, cette journée constitue une source de motivation pour les élèves. Le vrai trésor, c'est la discipline, la rigueur, la connaissance que vous avez acquise. À vous les noyades, ne dormez pas trop noyer. Conserver ses rangs. Conserver son rang plutôt est très difficile que de la haine. Redoubler d'efforts. Juste encourager les enfants, les jeunes frères à cultiver l'excellence. Les encourager à cultiver l'excellence. Comme le terme dit, mon cahier. Mon cahier, c'est ma fierté. C'est qu'ils prennent les cahiers comme les fiertés. Seul le cahier peut faire les fiertés. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction après cette distinction. Je suis très content d'avoir un ordinateur, un trophée, et je remercie les parents de m'avoir donné tout ça chaque jour, et je le répète, j'exhorte mes amis à travailler. Afin d'avoir reçu ce cadeau, sans l'État, nous ne serons pas à l'école, nous ne serons pas devenus intelligents. Je voudrais dire merci à l'État pour tout ce que l'État. La cérémonie s'est achevée par la remise des certificats de remerciement et de reconnaissance aux partenaires et aux cadres du département pour leur contribution à la réussite de cette deuxième édition.
Et à Yamoussoukro, la Fédération ivoirienne du Tech-Ball a organisé les phases finales du championnat national 2026. La compétition qui s'est déroulée sur les installations de l'INPHB a réuni près de 34 équipes venues de plusieurs localités du pays. Au terme de plusieurs rencontres, les meilleurs athlètes de cette édition ont décroché les titres nationaux. Charles Kouakou et Soro Estelle. Durant 2 jours de compétition, environ 80 matchs ont été disputés dans 5 catégories. Simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mise. Des équipes venues notamment de Divo, Daloa, Abidjan, Oumé, Toumoudi, Yamoussoukro, Man et bien d'autres ont pris part à cette édition. À l'issue des rencontres disputées, plusieurs athlètes se sont distingués. Ibrahim Traoré s'est imposé en simple homme, tandis que Koulibaly Maïmouna a remporté le titre de simple dame. En double miss, le duo composé de Maïmouna Koulibaly et Ibrahim Traoré a également décroché le titre. En double monsieur, la paire Emma Nessila, venue de Toumoudi, s'est illustrée. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on avait une compétition en jeu pour la qualif au mondial. Dieu merci, ça s'est bien déroulé. C'était pas facile. Le Dieu a fait qu'elle ait terminé champion. Je suis très content. Je répare avec championne en double dame et deuxième en mix. Deuxième encore en simple dame. Une initiative soutenue par des partenaires et les autorités. Nous avons décidé d'accompagner cette jeunesse dans le cadre de nos activités sociétales parce que nous collaborons et nous travaillons avec les partenaires chinois que nous accompagnons ici en Côte d'Ivoire dans le cadre des activités. Donc il était important pour nous de pouvoir les emmener également à investir, on va dire, dans la jeunesse, à occuper la jeunesse, surtout en ces périodes de vacances. Le message du ministre est d'aller d'un sport simple à un sport professionnel. C'est vraiment de rentrer en plein pied dans la professionnalisation et de vendre, promouvoir le tech-ball, je veux dire, sur toute l'étendue de Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, cette édition 2026 a ainsi permis de mettre en lumière les meilleurs talents nationaux, désormais appelés à représenter et à promouvoir davantage le tech-ball ivoirien sur les scènes nationales et internationales. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci à tous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la télé utile. Portez-vous bien d'ici là.